Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je souhaite partager avec vous une histoire vraie qui est arrivée à une ONG, une organisation non gouvernementale qui était basée en France et qui avait une trentaine de projets de développement dans le monde et dont bénéficiaient de nombreux villages, des populations qui, dans des zones où il n'est pas très facile de vivre ou de survivre, pouvaient bénéficier des apports de cette ONG pour mieux vivre de pratiques d'élevage ou de pratiques d'agroécologie, pour pérenniser leur vie dans ces milieux qui sont à la fois pas simples, mais ces populations peuvent y vivre depuis des centaines ou des milliers d'années. Mais en plus de ne pas être simples, elles subissent de plein fouet et assez rapidement des changements climatiques d'une part, et la voracité de nombreux groupes mondiaux, certains sur les ressources minières, d'autres sur l'eau, d'autres encore sur les terres cultivables, etc. Et ce qui fait que ces populations n'ont pas forcément beaucoup d'avenir devant elles si elles ne peuvent pas prendre en main leurs propres pratiques, leurs propres moyens de subsistance. Et donc c'était la mission de cette ONG de les accompagner techniquement, de transmettre des choses avec des responsables de projets locaux, en intelligence avec les personnes, pour permettre que ces villages puissent continuer à vivre, tout simplement. Alors malgré la beauté de ces missions et l'énorme réservoir de compétences que cette ONG représentait, eh bien, elle n'arrivait pas à se sortir d'un énorme problème, qui était une petite difficulté il y a une dizaine d'années, puis qui s'était cristallisé, et puis qui s'était enrichi au fur et à mesure des événements. Et malgré tous les efforts, malgré l'énergie, malgré la bonne volonté, malgré les compétences, malgré toutes les tentatives de solution, eh bien, le problème était devenu de plus en plus fort, de plus en plus ramifié, et de plus en plus ancré. Nous savons bien en systémique que des choses peuvent se cristalliser et qu'elles peuvent même récupérer à elles l'énergie, les compétences, les tentatives de solution pour devenir des problèmes de plus en plus importants. Donc elles arrivent à détourner des ressources pour devenir des problèmes de plus en plus importants. Et plus les personnes veulent changer les choses, et plus elles apportent de la nourriture à ces problèmes. C'est quelque chose de très connu en systémique, mais quand on est pris dedans, eh bien, on n'arrive pas à percevoir ça. Et cette ONG supportait de plus en plus mal cette situation, au point qu'elle s'était donné un certain nombre de semaines, si ma mémoire est bonne, environ 6 semaines, pour décider, voilà, si dans 6 semaines, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu un changement, nous n'avons pas réussi à résoudre les choses, eh bien nous mettons la clé sous la porte. Et pour autant, elle avait tenté beaucoup de choses et rien n'avait marché. Donc l'espoir de ne pas mettre la clé sous la porte, malgré ces 30 projets, eh bien, l'espoir était ténu. D'autant plus ténu que l'ONG avait fait appel à des organismes de conseil qui pouvaient avoir pignon sur rue dans la métropole dans laquelle elle était implantée, où elle avait son siège, ou ailleurs, des groupes de consultants qui étaient déjà venus intervenir sur les années passées, et à chaque fois, ça avait été un échec. À chaque fois, le problème avait été au moins maintenu, sinon renforcé, par ces différentes interventions. Parce qu'une intervention, c'est complexe. C'est demandé par quelqu'un, ou par un groupe de quelqu'un, avec une optique particulière, avec des missions, un cadre particulier. Et puis les consultants arrivent avec une méthodologie, avec certaines façons de faire, mais peut-être aussi certains aveuglements. Et que les méthodologies systémiques étant encore assez peu répandues dans les cabinets de consultants à cette époque-là, eh bien, on avait tendance à vouloir aborder les choses soit à travers des grilles toutes prêtes, des façons de voir les choses toutes prêtes,
des façons d'intervenir toutes prêtes, soit décomposer les problèmes en morceaux qui, eux, devenaient digestes dans le cadre des outils de ces cabinets. Et donc, quand on prend les choses comme ça, quand les situations sont complexes, eh bien on n'arrive pas à les résoudre, parce qu'elles sont complexes, parce qu'elles ne peuvent pas être découpées en morceaux, parce qu'elles sont telles qu'elles sont et qu'on a besoin d'avoir une méthodologie qui nous permet de les aborder comme ça. Mais revenons à l'histoire. Cette ONG a donc fait appel à plein de cabinets de consultants et aucun n'a voulu répondre. Et elle a lancé un appel d'offres et un soir, vers 11 h du soir, je reçois un appel de quelqu'un qui était le petit ami d'une personne qui travaillait dans cette ONG et qui était désespéré parce que eh bien, il y avait un appel d'offres et que l'appel d'offres se terminait dans 1 heure et que manifestement, il ne semblait pas y avoir beaucoup d'organismes ayant répondu. Et donc, allô Luc, quelqu'un que j'avais formé, allô Luc, est-ce que tu pourrais regarder la situation de telle ONG et voir s'il y aurait une intervention possible. Alors il faut bien comprendre que Luc, en l'occurrence à l'époque, n'était pas très connu, et ce n'était pas du tout pour une quelconque aura ou un prestige que j'étais contacté, c'était simplement que la personne, je l'avais formée, donc connaissait mes outils, mais que, eh bien, il semblerait que personne ne voulait travailler avec cette ONG. Et donc, comme il n'y avait plus personne, on prenait des gens qu'on ne connaissait pas. Donc j'ai accepté de regarder les choses, le défi me paraissait intéressant, à une heure aussi tardive, même si j'aurais aimé aller me coucher. Cette demande paraissait tellement inattendue, surprenante, et en même temps très riche, parce qu'il m'a dit en quelques mots les enjeux, la dimension si large des missions de cette ONG. Je me suis dit que ça valait vraiment le coup de s'y intéresser, de regarder. Et donc, il a transmis mon acceptation à la personne de l'ONG qui elle-même m'a faxé très vite les éléments de l'appel d'offres. J'ai consulté ça, je me suis aperçu tout de suite que seul, je n'étais pas sûr du tout d'être capable de créer quelque chose à l'époque à la mesure de la richesse et la complexité de la situation. Et donc, j'ai appelé à cette heure tout aussi tardive mon ami John, qui, lui, John, était un consultant qui avait créé une société de conseil à Paris. John était un ancien cadre à très haut niveau de responsabilité à la Banque mondiale. Et il avait des compétences techniques assez fortes et il avait en main des outils méthodologiques basés sur la systémique, et c'était donc un lien que nous avions, John et moi, en plus d'être formés tous les deux en PNL, puisque nous avions commencé notre formation en PNL ensemble à Paris quelques années avant. Et John avait aussi une capacité à digérer une masse d'informations incroyables, à la relier et en faire quelque chose de productif, d'efficace très vite. Pour moi, c'était très impressionnant. Et j'ai compris plus tard que ça tenait à cet outil bizarre que je lui avais vu utiliser une fois, un outil très graphique qu'on appelle le mind mapping. Voilà, la première personne au monde que j'ai vu utiliser le mind mapping, c'était quelqu'un qui à l'époque était à la Banque mondiale, et c'était John. Et donc des années après, je l'appelle à 11 h du soir. Nous avons eu quelques échanges auparavant, différents titres, et donc il a reçu bien heureusement mon appel avec bienveillance, et il a accepté qu'on travaille ensemble. Et donc je lui ai envoyé les documents, et nous avons commencé à échanger très vite, parce que nous avions jusqu'à minuit pour faxer en sens inverse notre proposition en réponse à l'appel d'offres. À minuit, l'appel d'offres était clos, et c'était fini. Donc à minuit, moins environ 3 à 5 minutes, nous avons faxé à l'ONG notre proposition. Quelques jours après, eh bien, nous avons été reçus dans cette ONG, au siège. Et nous avons été reçus par un groupe de pilotage un petit peu de ce qui allait se passer, qui était constitué essentiellement de gens, des membres du conseil d'administration et puis le président. Nous avons pu rapidement échanger avec des gens, et nous avons vite compris qu'il y avait
une tension énorme dans cette ONG, que même la demande était très très édulcorée par rapport à la situation réelle. Nous avons aussi vite compris que nous étions les seuls à avoir répondu, favorablement en tout cas, à cet appel d'offres. Je précise favorablement parce qu'en fait, dans les années qui avaient précédé, d'autres organismes étaient donc intervenus pour résoudre ce même problème, qui avait pris des formes différentes, avant qu'on commence à identifier que c'était peut-être toujours le même problème. Et malgré leurs interventions, eh bien, rien n'était arrivé de bon, bien au contraire. Alors, pour un organisme de consultants, surtout s'il a pignon sur rue, surtout s'il pense être bien outillé, eh bien, se casser les dents sur une situation, ce n'est jamais très gratifiant. Et donc, les organismes ont refusé de travailler avec cette ONG. Et nous avons même pu jeter un œil sur des courriers qui ont été envoyés, des courriers de refus. Les termes étaient polis, mais la façon de les dire ne l'était pas tant que ça. C'était presque des lettres d'insultes pour certaines. Voilà. Nous ne voulons plus travailler avec votre ONG. Et c'était d'autant plus désespérant que l'ONG avait vraiment besoin que quelqu'un accepte de travailler avec elle, qu'elle n'avait vraiment pas beaucoup d'espoir puisque ceux qui étaient censés avoir les compétences pour l'accompagner, eh bien, déclinaient l'offre, plus ou moins gentiment, et qu'il n'y avait donc plus qu'un organisme, qui était mon organisme, et 2 intervenants, puisque nous allions co-intervenir avec John. Nous avons pu aussi nous rendre compte que les tensions étaient devenues telles qu'il y avait comme une énorme crevasse entre 2 groupes, 2 équipes. Chaque équipe tenant très très fort à ses projets. Il faut comprendre que dans une ONG comme celle-là, eh bien, les gens sont bourrés de ressources, ont des valeurs humaines très fortes, ont une expérience en général très riche. Parfois, ils n'arrivent pas forcément avec une très riche expérience, mais ils se la font très vite parce qu'ils sont sur des terrains très très enrichissants et très engagés. Mais les visions pouvaient être très différentes. Et il y avait là des visions qui s'affrontaient, et on ne cernait pas toujours exactement qui était dans quel camp, entre guillemets, parce qu'il était vraiment question de camp avec une tranchée au milieu. Les tensions étaient très très fortes, parce que les équipes se tiraient dessus, les 2 camps, disons, se tiraient dessus mutuellement à boulet rouge. En fait, chacune tenant à ses projets, voyant que l'organisme ne fonctionnait pas bien, que du coup, les rentrées financières, les soutiens devenaient plus difficiles et diminuaient, eh bien, on n'allait peut-être pas pouvoir faire tous les projets et tous les mener à bien. Mais comme tout le monde était vraiment très engagé dans ces projets, mais tout le monde voulait que ces projets marchent bien. Les personnes percevaient les choses comme un gâteau. Et un gâteau dans lequel eh bien, il faut vite prendre une grosse part, la plus grosse, pour pouvoir vite nourrir nos projets. Non pas par égoïsme, parce que les gens n'étaient pas forcément beaucoup. Oh, il y a peut-être des exceptions, mais peu importe, ce n'était pas une question de personne. C'était une question de logique. Les personnes, les groupes s'étaient enfermés dans une logique de pénurie. Il y a des ressources qui sont limitées. Il n'y en aura pas pour tout le monde, pour tous les projets. Et donc, si nous aimons, nous voulons maintenir nos projets parce que nous pensons qu'ils sont bien, parce que la façon dont nous les faisons, nous pensons que c'est la bonne, eh bien, nous devons vite rafler le maximum de moyens. Les ressources, ce sont des ressources financières, ça peut être du temps d'une personne qui est dans un secrétariat, ça peut être beaucoup de choses, notamment les ressources financières. Et pour à la fois avoir soi-même beaucoup de ressources et faire en sorte du coup que l'autre en ait moins, parce que c'était celui qui prendrait le plus vite le plus de ressources, eh bien les groupes déjà un certain temps avant avaient commencé à moins partager leurs informations, à moins se parler tout simplement autour de la machine à café, à moins pouvoir réfléchir ensemble. Et donc moins d'infos, moins de partage, moins de réflexion, eh bien ça donnait de moins bons résultats, globalement. Et ces moins bons résultats faisaient que ça devenait encore plus difficile d'obtenir les ressources. Et donc c'était tout un cercle vicieux. Moins on a de ressources, plus on rentre dans une logique de pénurie, dans une logique de compétition à travers laquelle eh bien, on fonctionne moins bien. Et puisqu'on fonctionne moins bien, eh bien, on accède encore moins aux ressources, ce qui enrichit encore cette logique de compétition, l'enrichit au sens, l'instrumente encore plus, la renforce.
Et on était arrivé à une situation inextricable. Voilà, grosso modo, dans 6 semaines, s'il ne s'est pas passé un changement radical, eh bien nous mettons la clé sous la porte. Des personnes étaient déjà prêtes à démissionner, ou avaient déjà acté les choses, mais étaient là et espéraient encore que peut-être un travail pourrait avoir lieu. Donc il y a eu des tentatives de prise à partie des consultants par un groupe, par un autre, mais au début nous ne cernions pas où étaient les jeux, qui y était, de quel côté, qui cherchait quoi. Et à travers les différentes interventions, je vais vous dire 2 mots, et à travers les entretiens, nous avons commencé à pouvoir cartographier un petit peu ce qui se passait. Ça, c'est un vrai apport de la systémique dans les situations complexes, cartographie. Parce que nous sommes arrivés avec 2 visions assez différentes, 2 familles d'outils très complémentaires de la systémique. John, avec des outils très grandes écoles anglo-saxonnes, universités anglo-saxonnes sur la systémique. Très formelles, très procédures dans les méthodologies. Voilà, où on explicite les choses, où on met tout à plat, etc., etc. C'est très pédagogique, ça permet de faire une vraie ingénierie, c'est super, et j'ai trouvé ça super enrichissant. Et moi j'étais moins sur cet aspect-là, parce que ce n'était pas mon parcours. Et ça a été très enrichissant pour moi. Et mon côté, c'était différent. Il était plus une systémique, disons, non école de commerce, une systémique plus avec certains fondamentaux européens peut-être dans la culture, une systémique plus axée sur la complexité, sur ce qui émerge, sur comment la façon dont on aborde les choses crée des conditions, construit des réalités, et comment les interactions, si on les modifie, vont orienter les événements dans une direction plutôt qu'une autre. Et même si ces apports étaient différents et pas toujours faciles à articuler entre eux, nous avons cherché à les articuler entre eux, et bien nous en a pris. Parce que nous co-intervenions, et quand c'était par exemple John qui conduisait un moment méthodologique très fort, eh bien moi je pouvais gérer les choses plus transparentes sur les interactions, simplement pour que les personnes puissent se parler en restant dans des états raisonnables, que les attitudes puissent rester ou redevenir constructives, pour que les choses puissent se recadrer d'une manière qui aille dans une direction du travail productive, fructueuse, pour que les personnes puissent s'écouter, pour que les idées puissent se déployer, pour que les choses puissent se rencontrer, et aussi pour repérer d'éventuels jeux relationnels que certaines écoles de systémique ont énormément modélisé et qu'il est particulièrement utile de savoir repérer, avec lesquels il est particulièrement utile de savoir faire. Et cette association permettait à la fois de conduire un fort travail formel et en même temps de faire en sorte qu'il soit possible. Et puis parfois nous renversions les rôles, et c'était moi qui conduisais le travail très formel et John qui s'intéressait à toutes ces choses informelles pour fluidifier les échanges, les interactions, pour que les choses puissent être, pour que les apports méthodologiques formels puissent être possibles, tout simplement possibles. Et aussi pour qu'il soit possible que nous puissions continuer à travailler sans être pris à partie, sans que nous soyons détournés dans une direction plutôt qu'une autre. Parce que il y avait, parmi ces 2 grands camps, il y avait un pôle qui a commencé à se laisser dessiner dans ses contours à travers notre travail de plus en plus. Nous avons commencé à comprendre qu'il y avait tout un groupe qui voulait faire un putsch à l'intérieur de l'ONG. Un putsch, c'est-à-dire balancer ce qui existait et prendre les commandes pour pouvoir orienter l'ONG dans une direction qui paraissait à tous ces gens être la bonne. Et trancher radicalement, il y avait une idée de rupture avec l'ancienne façon de fonctionner. Et puis il y avait plein d'autres gens qui trouvaient que l'ancienne façon de fonctionner, la façon actuelle, à part le problème évidemment, était bonne, qu'elle méritait de continuer, et que les autres, les putschistes entre guillemets, étaient plus des idéologues. C'était plus politisé, etc. Voilà, ça ne convenait pas du tout à tout le monde. Et au fur et à mesure du travail formel, nous avons mis à jour, peu importe nous, les personnes ont mis à jour, quelles étaient les missions,
les raisons d'être, les bénéficiaires, les leviers, les ressources, les contraintes, les cheminements, le temps dans tout ça, les nœuds, les carrefours, les blocages, les endroits où il y avait une marge de manœuvre, et beaucoup d'informations. Et les personnes, à travers ce travail très formel, ont commencé aussi à vivre quelque chose de nouveau, qu'elles n'avaient pas vécu depuis très longtemps. C'est-à-dire pouvoir commencer à se reparler, à s'écouter, à échanger des arguments. Nous pensons que, moi je pense que, ah non, moi je ne pense pas que, parce que. Mais au lieu de s'affronter directement, les personnes ont réussi à comprendre les arguments, les ingrédients et la logique d'une autre personne. Et puis, des variantes, une diversité est apparue dans chaque camp. Donc, les camps sont devenus de moins en moins des camps, et il y avait des grandes obédiences, mais c'était quelque chose qui a commencé à s'affiner. Les personnes réputées dans un même camp n'étaient pas forcément d'accord, et même les échanges entre eux permettaient de sortir quelque chose d'essentiel derrière, ou trouver une autre voie, une alternative. Et c'était pareil entre les deux obédiences. Et progressivement, les personnes se sont découvertes à nouveau des enjeux, des objectifs communs. Et à nouveau, elles ont découvert qu'elles pouvaient travailler ensemble. Et elles ont aussi découvert quelque chose de très important qui arrive vraiment souvent quand on intervient dans les équipes ou les organisations, c'est que quand il y a des problèmes, ce n'est pas une histoire de personnes. Plus les problèmes sont énormes, plus ça devient des histoires de personnes, parce qu'il y a des jugements, parce qu'il y a des émotions, parce que on pense que un tel, s'il agit de telle manière, c'est parce que il est de mauvaise foi, ou parce qu'il a quelque chose derrière la tête, parce qu'il n'est pas honnête avec nous, parce que voilà, on a besoin de donner du sens, alors on en donne à travers des jugements d'autant plus raides, d'autant plus rigides, et d'autant plus déplacés que la situation est ingérable. Et donc les personnes arrivaient à relaisser tomber, relaisser s'évanouir un petit peu ces jugements, pour relaisser de la place à de l'information, à des échanges, à des enrichissements de points de vue. Et progressivement, il y a ce travail informel. Officiellement, nous ne travaillions pas là-dessus. Nous travaillions sur une méthodologie très claire, etc. Mais c'est ça qui permettait cette méthodologie. Et c'est ça qui permettait aussi aux personnes de vivre différemment ce qui est en train de se passer, de reprendre les choses d'une manière nouvelle, et de remettre leurs forces ensemble, de créer des liens pour multiplier les possibilités et de sortir de cette situation très très grave. Très grave pour l'ONG. Oh, probablement la Terre aurait continué à tourner si l'ONG n'avait pas survécu. Mais si pour la planète tout entière ça ne changeait pas forcément énormément de choses, pour les personnes qui bénéficiaient de ce travail-là, et même pour les personnes qui étaient investies dedans, eh bien c'était beaucoup, c'était parfois même tout. Donc ça valait le coup que ces échanges aient lieu. Ça valait le coup d'associer ces façons d'utiliser la systémique assez différentes, ces cultures systémiques différentes, pour en faire une vraie intervention qui nous a permis de survivre aux tentatives de prise à partie, aux croche-pattes, aux pots de banane, de ne pas nous prendre des tomates en pleine figure tout le temps, d'éviter les insultes, d'éviter beaucoup de choses. Voilà. Les fausses informations, les petits services qu'on nous rend, nous expliquant quelque chose, alors que la façon dont on nous l'explique est très très orientée, etc., etc. Il y avait énormément de complexité dans la façon de conduire aussi, pas seulement dans ce qui était en train de se passer entre les personnes, mais aussi dans la façon de se positionner des deux consultants qui avaient vraiment besoin d'un bon dodo à la fin des journées. Voilà. Et donc, en quelques journées, quelques demi-journées, eh bien, il s'est passé tout un travail de transformation, à la fois formel. On voyait apparaître des choses, et sur ces choses, on pouvait commencer à construire autre chose. C'était une vraie ingénierie de l'ONG, des membres de l'ONG, par eux-mêmes. Et à la fois, à travers les interactions entre les gens, il se repassait quelque chose, une sauce reprenait en interne. Et ça, c'était complètement nouveau aussi. Je vous passe toutes les luttes de pouvoir qui avaient été mises à jour, désamorcées. Parfois, on nous a fait un peu la grimace pour avoir désamorcé des pièges quelque part dans lesquels il aurait été beaucoup plus facile de tomber, et des personnes n'étaient pas très contentes parfois. Mais après coup, eh bien, c'est
petites velléités personnelles, de petits groupes, ont pu être dépassées. Parce que si les personnes avaient fait ça, c'est parce qu'elles pensaient qu'il fallait aller dans la bonne direction et que forcément la bonne direction c'était celle dont elles pensaient être la bonne. Et donc que les consultants devaient orienter l'organisme dans son travail dans cette direction-là, alors que ce n'est pas forcément le cas. Quand les personnes ont réussi à réenrichir leurs interactions, leurs points de vue, les échanges, eh bien, elles ont réussi à dépasser la frustration qu'il y avait à ne pas être forcément suivies dans leur vision des choses par les consultants, qui ont réussi grosso modo à rester à peu près neutres tout du long, et c'est tant mieux. Au bout de quelques sessions de travail, eh bien, d'une manière complètement improbable, le ton s'était beaucoup apaisé, et même s'il y avait beaucoup d'énergie, eh bien cette énergie maintenant elle était essentiellement dans la construction. Et on voyait, là, il y avait des personnes qui se sont constituées en petits groupes sur des scénarios. Les scénarios c'était à quoi va ressembler l'ONG maintenant. Nous, au siège de l'ONG, nous avons le pouvoir, puisque nous sommes ce siège, nous avons le pouvoir de réinventer complètement, de A à Z, cette ONG. Incroyable, nous avons tous les moyens, toutes les ressources, tous les leviers, nous avons mis à jour toutes les informations dont nous avions besoin pour pouvoir repartir et fabriquer quelque chose de neuf avec. Alors, pourquoi faire juste des petits ajustements si nous pouvons reprendre tout en main, tout. Les ingrédients, ça va de la structure juridique, est-ce que ça va être une association, encore une association, comme on était, ou bien est-ce que ça va être une société, et puis quel type de statut de société, ou bien une organisation plus complexe que ça encore, une scope, une sorte d'organisme qui combinerait plusieurs statuts juridiques. Est-ce que, voilà, aussi bien les fonctions, quelles sont les fonctions que nous allons remplir? Et d'ailleurs, pour répondre à cette question, eh bien, quels sont nos objectifs? Qu'est-ce que nous souhaitons faire? Et pour répondre à cette question, eh bien, quelle est notre raison d'être? Et donc, ils ont repensé de leur raison d'être, c'est-à-dire ça partait vraiment des besoins très concrets de terrain, jusqu'à leurs moyens, leur forme d'action, jusqu'à leur organisation, jusqu'à comment on allait travailler. Ça a été passionnant, parce que c'est très rare que des personnes puissent inventer de A à Z l'organisme où idéalement elles vont pouvoir travailler pour aller dans les directions au service desquelles elles souhaitent travailler. Voilà, pouvoir créer un organisme qui va répondre à une vision forte, avec des valeurs fortes, le créer sur mesure, c'était quelque chose finalement d'assez beau. Et si les personnes n'avaient pas été très usées par les semaines, les mois et les années de tensions et de conflits, eh bien ça aurait été un grand moment très très agréable. Il se trouve qu'il n'était plus si agréable que ça, parce que beaucoup étaient arrivés à leur seuil limite, de leur capacité limite pour endurer l'usure des conflits. Mais le fait d'avoir réussi à poser les choses avait fait que ces personnes étaient restées, ces personnes avaient réussi à se réinvestir et à faire un vraiment très très beau travail. Et à la fin, eh bien, cette ONG s'est retrouvée avec les propositions de plusieurs groupes de travail. Entre-temps, il y avait eu des projets intermédiaires, et ces projets avaient été des sujets de discussion d'une richesse incroyable, où chacun a été rentré dans les arguments, les points de vue, les logiques des autres pour les comprendre mieux, et avait trouvé d'autres informations, d'autres ingrédients, des nuances qui leur avaient permis de finalement, au lieu de rejeter en bloc un projet, en prendre quelques ingrédients, venir en enrichir leur propre projet, etc. Et au bout du compte, eh bien, ces enrichissements mutuels, ces fertilisations ayant eu lieu, eh bien, on a vu des gens qui jusque-là se tiraient dessus à boulet rouge, eh bien, proposaient ensemble une organisation. Et cette organisation, peu importe, elle aurait pu être X ou Y, celle que les personnes ont choisie, eh bien, ça a été une ONG sous forme d'une association qui allait reprendre une partie de l'activité, qui allait s'associer à un bureau d'études qui, sous une personne morale différente, allait travailler main dans la main avec cette ONG. Ce bureau d'études allait s'y retrouver l'essentiel, une partie, pas tous, des anciens, entre guillemets, putschistes, qui eux voulaient pouvoir avoir les mains libres pour s'y prendre différemment, pour pouvoir se positionner différemment, pour pouvoir aller chercher
d'autres leviers, pour pouvoir négocier différemment avec les bailleurs de fonds, etc. Pouvoir prendre un rôle autre et complémentaire à celui de l'association. Et donc, chacun de ces organismes pouvait bénéficier des compétences de l'autre et en bénéficier d'autant mieux que chacun était vraiment taillé sur mesure pour bien accomplir ses missions et pouvait s'en donner à cœur joie parce qu'il était vraiment libre, tout avait été fait pour être optimal dans le sens de ce qui avait été choisi. Et le scénario était quelque chose que aucun n'avait imaginé, aucun, quelques semaines auparavant. Et donc dans le cadre de temps très court, les 6 semaines, eh bien cet organisme a réussi à se refondre, se repenser, se redécider et repartir complètement. C'est une très belle histoire parce que c'était très touchant de travailler avec ces personnes. C'est des personnes si riches, avec des valeurs si fortes, et pourtant si diversifiées, qui n'arrivaient pas parfois simplement à se parler. Et c'était très touchant aussi parce que il y avait sur le terrain des gens qui portaient des projets dans plein de parties du monde, où ces projets, eh bien, de ces projets dépendait la vie ou la survie de plein de gens. C'était touchant aussi de voir comme dans une situation aussi inextricable, où apparemment plus rien ne pouvait être fait, où tout avait été tenté, eh bien il y avait encore une possibilité pour pouvoir répondre à ses besoins et continuer à travailler avec ces personnes dont la survie souvent en dépendait. Avant l'épilogue, une leçon que nous pouvons en tirer, c'est que dans les situations les plus inextricables, si on respecte cette complexité, si on est capable d'avoir des méthodologies, d'associer des méthodologies qui permettent d'aller faire quelque chose, d'aller voir et faire, construire quelque chose dans cette complexité-là, alors les situations ne sont pas si inextricables que ça. On peut faire quelque chose. Et même les personnes qui sont prises dedans peuvent être les auteurs des solutions et peuvent repartir complètement dans des directions différentes. Et ça, c'est tous les apports de la systémique, y compris la PNL. Maintenant, avant de vous dire comment nous avons su que les choses avaient bien continué dans la direction des solutions qui avaient été créées, eh bien, un peu après que nous ayons fini notre travail, nous avons tout formalisé la démarche. Qu'est-ce qui s'était passé? Comment? Parce qu'il y avait un jus, des leçons méthodologiques à tirer de ça, de cette association d'outils très pointus, très pointus de l'université anglo-saxonne en systémique, et d'autres très pointus avec une autre culture systémique, les deux n'étant pas souvent associés. Associer les deux sur une situation apparemment aussi inextricable, aussi complexe, qu'est-ce qu'on pouvait en tirer de nouveau? Ça a été un gros travail, et ce travail en même temps devait être un rapport pour notre cliente, l'ONG. Et dans ce rapport, eh bien, il y avait des choses formelles qui pouvaient être dites, et puis beaucoup de choses informelles qui n'avaient pas leur place dans les formulations, puisqu'elles étaient informelles par définition. Toutes ces choses relationnelles qui avaient permis que ça soit possible. Toutes ces choses informelles qui avaient permis que les personnes survivent, acceptent de continuer à rester là, dans la même salle, à travailler. Toutes ces choses qui avaient permis aux consultants de survivre à l'intervention. Et toutes ces choses donc n'ont pas transparu, ou très peu, dans notre épais document. Mais la méthodologie a pu être extraite. Et un consultant dans un autre organisme qui a des épaules très larges, auquel quelques années auparavant j'avais suggéré de s'intéresser à la systémique et qui s'y était vraiment mis à 100%, qui avait vraiment fait beaucoup de travail dans ce sens-là, et comme il avait une carrière internationale dans son parcours, on avait fait des très belles choses, eh bien il nous a demandé s'il pouvait prendre notre méthodologie. Bien sûr, il n'y avait aucune information nominative ni rien dedans, juste la trame méthodologique, les façons dont nous avions actionné les leviers, formels, pour aller intervenir sur une situation très conflictuelle dans une société, voilà, dans un pays européen. Et il y est allé avec ça. Et nous lui avons simplement demandé de nous faire un petit retour d'expérience pour nous dire comment il avait vécu les choses. Il se trouve qu'il n'a utilisé que le côté très formel, très méthodologique à l'anglo-saxonne dans son intervention, et pas l'autre côté.
Et il nous a dit, super, merci, c'était très, très rigoureux, très puissant. Euh, les, les groupes, l'organisme a réussi à faire le travail pour lequel j'étais venu. Ça a été surprenant d'efficacité. Super, merci pour ça. Par contre, nous dit le consultant, qui pourtant avait vraiment beaucoup d'expérience, mais alors c'était vraiment d'autant plus croustillant que ce soit lui qui nous le dise. Par contre, jamais dans une intervention, je n'avais entendu autant de noms d'oiseaux siffler de part et d'autre de la salle entre les gens. Autant je n'avais vu, jamais je n'avais vu autant voler de tomates, d'œufs pourris et de toutes sortes d'autres arguments et politesses entre les personnes que dans cette intervention-là. Que lui était-il arrivé? Eh bien, il avait appliqué un outil formel qui lui avait permis d'aller bien au-delà de ce qu'on fait en général quand on intervient dans les organisations avec des méthodologies très classiques, très analytiques. Là, avec cette systémique très anglo-saxonne, ça lui avait permis de faire vraiment un très très fort travail. Et un travail très engagé. Sauf que sans le côté, toute cette finesse et cette transparence relationnelle très très efficace qui permet à ce travail d'être digeste, eh bien, ça avait été très rugueux dans la façon de le conduire. Et ça avait été très viril, si j'ai bien compris. Voilà. Donc, il est très intéressant de pouvoir associer certains outils entre eux, de pouvoir faire coopérer des visions différentes. D'autant plus que c'est complètement propre à la pensée systémique, cette ouverture, cet enrichissement de sensibilités différentes, cet enrichissement mutuel. Quelques années après l'intervention, eh bien, j'ai reçu une brochure. Un petit peu par hasard, j'ai reçu une brochure. Et j'ai été attiré par quelques informations sur cette brochure, ça me rappelait quelque chose. Et oui, évidemment, ça me rappelait quelque chose. C'était une brochure de l'organisme que nous avions accompagné environ 8 ans plus tôt. 8-9 ans plus tôt. Et il se trouve que dans cet organisme, certaines personnes étaient parties depuis que nous étions intervenus, d'autres étaient arrivées, et donc nous étions probablement devenus un peu des anonymes vis-à-vis de cet organisme. Je ne les ai pas rappelés, j'ai juste constaté à travers les informations que j'ai pu glaner que l'organisme vivait très très bien, que ses missions continuaient à être à la fois aussi nombreuses, aussi riches et aussi fructueuses. Et j'ai trouvé ça très touchant de voir que dans le temps, cette intervention avait permis à une organisation de se reprendre elle-même, de regérer quelque part sa vie et ses missions, sa raison d'être. Je vous en parle aussi parce que, en me baladant sur une page que j'utilise un petit peu, d'un réseau social que tout le monde connaît, qui s'appelle Facebook, quelqu'un avait partagé un lien vers un organisme qui partageait des apports méthodologiques très forts à des populations dans des pays éloignés, populations qui pouvaient en tirer un très très grand profit, notamment basées sur des pratiques très avancées d'agroécologie. Et j'ai cliqué sur le lien, et puis j'étais un petit peu familier avec ce dont il parlait. Ça me rappelait à nouveau quelque chose. Mais je n'ai pas fait la connexion tout de suite, parce que le nom de l'organisme, depuis, a changé. Comme ça arrive avec les organismes de toutes sortes au fil du temps, notamment quand ces organismes sont capables de continuer à penser leur évolution au fil du temps. Le nom avait changé, il y avait une fusion avec un autre organisme, le siège social avait changé d'endroit, et les missions restaient les mêmes. Elles avaient évolué, mais elles restaient dans leur essence les mêmes. Dans les méthodologies qui avaient évolué aussi, l'essence méthodologique était la même, l'esprit qui portait tout ça était toujours très fort, et en fait c'était l'organisme dans lequel nous étions intervenus. Et donc c'était à nouveau touchant, au fil d'un fil Facebook, de pouvoir retrouver une trace encore quelques années après les dernières nouvelles que j'en avais eues, et de voir que ces nouvelles étaient vraiment très bonnes, et de voir que des personnes continuaient à survivre, puis à vivre grâce à ce travail-là, grâce à l'énergie, les compétences, les ouvertures,
les valeurs, les qualités d'engagement des personnes qui travaillent dans cet organisme. Il y en a d'autres qui ressemblent à celui-là. Merci d'avoir suivi cette histoire. J'espère qu'elle pourra peut-être vous inspirer des idées sur des choses que vous-même vous pourriez faire, sur des besoins sur lesquels vous pensez que ce serait super de faire des choses, d'autres gens ou vous-même qui pourraient les faire, sur une façon d'aborder les situations inextricables, sur le fait que quand les valeurs sont très fortes, eh bien, on peut trouver parfois l'énergie et les intelligences pour dépasser les situations et pour réorienter les choses dans les directions qu'on a vraiment envie de voir éclore, parce qu'elles sont fortes, parce qu'elles sont importantes pour nous, parce que simplement on pense qu'elles sont belles. Voilà, à très bientôt.